Vladimir Poutine n'est pas le seul à avoir parlé aujourd'hui. Un autre personnage, Sergueï Shoïgu, qui nous donne une indication sur la façon dont devraient être menées ces négociations. Et pour ça, il s'appuie sur les positions russes. Regardez, on voudrait juste vous rappeler quelles sont ces positions sur la carte. On le sait, c'est très compliqué en ce moment pour l'Ukraine. 478 km² ont été conquis par les Russes sur le territoire ukrainien. Fin octobre, c'était 18% du territoire qui était entre les mains des Russes. Alors Sergueï Shoïgu, vous le disiez, s'est exprimé aujourd'hui, le chef du Conseil de sécurité russe, et a dit en quelque sorte, c'est bon les Ukrainiens, vous avez compris ou on continue ? Maintenant que la situation sur le théâtre d'opération n'est pas favorable au régime de Kiev, l'Occident a désormais le choix. Continuer le financement de l'Ukraine et la destruction du peuple ukrainien, ou admettre les réalités existantes et commencer à négocier. Bon, il le dit aux Ukrainiens, mais enfin il le dit au reste du monde et aux Occidentaux, sûrement. À la Poédie, comment vous réagissez à la rhétorique de Sergueï Shoïgu, qui en effet est assez claire? Arrêtez de financer, de toute façon, c'est peine perdue, on est en train de progresser et on finira par l'emporter. Mais ce qui est intéressant dans ces expressions, c'est qu'il parle des difficultés des Ukrainiens et après il s'adresse aux Occidentaux. Il parle de l'Occident, que l'Occident doit négocier. C'est-à-dire, vous voyez, il fait toujours ce transfert, parce que la Russie, elle se mêle toujours des affaires des autres. La Russie, elle essaie de mettre des pays en difficulté ou dominer ou les faire intégrer dans son propre empire. Et ils s'imaginent que les Occidentaux, ils fonctionnent de la même manière, que ils peuvent pas rester comme ça. Les puissances comme les États-Unis ou l'Union européenne ne peuvent pas rester à côté sans vraiment influencer ou peut-être colporter quelque chose ou créer les unions contre la Russie. Donc c'est pour ça ils s'imaginent que les Occidentaux doivent négocier à la place de l'Ukraine. Mais c'est-à-dire ça n'a absolument aucun sens. Et aussi, bien sûr, dans cette expression, nous voyons qu'il ne donne pas la légitimité à l'Ukraine. Il enlève le sujet comme l'Ukraine comme nation, comme l'État, qui est indépendante, qui peut négocier soi-même, qui peut décider soi-même de son destin. Donc tout est là dans cette approche des Russes envers l'Ukraine qu'ils ne veulent pas voir en tant qu'État indépendant à leur côté, l'État qui a des aspirations démocratiques, vivre dans la liberté et aussi vivre plutôt tourné vers l'Union européenne, intégrer l'Union européenne, l'OTAN et aussi aller sur le mode de développement démocratique. Ils préfèrent l'Ukraine soumise, pauvre, détruite, comme ils ont fait déjà avec les régions prospères d'avant, les régions de Donbass et d'autres régions qu'ils ont occupées chez les autres pays. Donc, le charabia habituel des Russes avec leurs espérances impérialistes, mais qui ne passent pas parce que c'est la honte. Ça fait 3 ans bientôt que cette armée, la soi-disant deuxième armée la plus puissante au monde, qui détient l'arme nucléaire, etc., qui patauge et qui se glorifie à occuper quelques villages ukrainiens où avant la guerre il y avait 300 ou 400 personnes et aujourd'hui il ne reste que des ruines après les bombardements. Alors, donc là c'est ce que nous avons en face, c'est un grand néant qu'il ne faut pas prendre au sérieux, mais tout simplement armer l'Ukraine pour qu'elle puisse libérer ses territoires de ses envahisseurs. Ça, certes, Général Richoux, il n'empêche qu'on a vu qu'il y a une progression qui est importante des Russes. Et si on le conjugue avec peut-être un arrêt du soutien américain de Donald Trump, ça place la Russie en position de force. Elle est en position de force sur 2024. Il faut pas le nier sur le plan militaire. Il y a eu des gains Alors, quand on regarde en macro, c'est pas le front qui s'est effondré. Hein. Il faut bien le comprendre. Hein. Bien sûr. Et à la guerre, je rappelle toujours qu'il y a des moments où on recule. C'est-à-dire que le front, il est élastique. On recule on échange du terrain contre du temps. On échange du terrain pour gagner des vies. Oui. Et ça veut pas dire, ça veut rien dire de la suite du combat. Moi, je rappelle qu'en septembre 14, on a reculé de la Belgique jusqu'à la Marne et qu'ensuite on a contre-attaqué. Donc ça peut arriver. Le front ukrainien ne s'écroule pas. Il faut quand même bien le rappeler. Non, c'est pas ce qu'on a dit, mais on disait quand même que les Ukrainiens sont en difficulté. Mais la vraie hypothèque aujourd'hui, c'est Trump.
Voilà. Qu'est-ce que fait Trump avec ce front-là? S'il se désengage, moi, les contacts que j'ai au niveau des ministères, c'est que la France va continuer à aider l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine, car c'est à l'Ukraine de décider si elle veut négocier ou pas, et fera son possible pour aider l'Ukraine au maximum. Mais moi, ce qui me fascine là, dans ce qu'on a vu, c'est que c'est le troisième de la soirée qui demande à négocier. C'est quand même Poutine, après il y a Peskov, et puis ensuite il y a Shoigu. Et ces trois-là, vous voyez, il y a quand même une espèce de trio, et tout le monde, il y a quand même une nervosité. Hein. Ouais, allez, on arrête, match nul, allez, on y va, maintenant, il faut négocier. Parce que, donc il y a quand même une nervosité russe qui cherche absolument à arrêter le match maintenant. Parce que si on arrête le match maintenant, ils ont gagné. Donc pour eux, Sergueï, ce serait une victoire, là. Bien sûr. Donc ce serait victoire si l'Ukraine en reste là, en quelque sorte. Absolument, mais ils veulent plus, parce que je vous rappelle que quand même, ils ont fait rentrer dans la Constitution tous les territoires occupés. Ça veut dire que ils veulent que l'Ukraine leur donne aussi ce qu'il reste des 4 territoires qui ne sont pas occupés. Mais pour la petite anecdote aussi, parce qu'il faut quand même rigoler de temps en temps, nous vivons des temps très dangereux. Je vous rappelle quand même que ce monsieur-là qui parle que l'Ukraine est dans la position de faiblesse, qui est pauvre l'Ukraine, etc., c'est un monsieur qui a été limogé de son poste de ministre de la Défense, dont tous les adjoints sont actuellement à l'Effortevaux dans la prison du KGB du FSB, qu'il y a des poursuites judiciaires contre tous ces adjoints au ministère de la Défense, que depuis 4 mois, le ministère de la Défense ne fonctionne pas en Russie parce qu'il y a des poursuites contre des dizaines de généraux, et ce Gugus-là, il sort là pour nous donner des leçons. Là, vous nous faites rigoler avec Shoigu. Qui le dit, mais il y a aussi Vladimir Poutine. On l'a entendu dire qu'il fallait rediscuter. On va vous faire écouter Volodymyr Zelensky, qui a immédiatement réagi aujourd'hui depuis Budapest en Hongrie. On le rappelle, il était devant les 27 et il leur a dit attention, pas question de négocier, n'y pensez même pas, même en Europe. Depuis le sommet de la communauté politique européenne au Royaume-Uni en juillet, on a beaucoup parlé de la nécessité de céder à Poutine et de faire quelques concessions. Et en réalité, certains dirigeants, même européens, préconisaient fortement que l'Ukraine fasse des concessions à Poutine. C'est inacceptable pour l'Ukraine et inacceptable pour toute l'Europe. Bon, bras de fer à distance, évidemment, Samantha de Bendern. Plus Vladimir Poutine tendra la main et plus Zelensky rappellera, ce qui est une évidence pour les pro-ukrainiens, qui est qu'on ne pourra pas négocier avec Poutine. Il rappellera toutes les fois où on a négocié avec Poutine, et Poutine n'a absolument pas respecté les engagements qu'il a pris. Je parlerai de la Géorgie, qui est vraiment le cas le plus flagrant. Je parlerai de tous les accords de Minsk que, pour la plupart, la Russie n'a pas accepté. Mais il y a une autre chose qu'il faut quand même se dire, c'est que Poutine a mis son pays sur le pied d'une économie de guerre. Il est en train de transformer toutes ces entreprises pour qu'elles se transforment en entreprises qui fabriquent des armes. Aujourd'hui, l'économie russe, alors selon tous les plateaux télé, on parle de l'économie russe qui a un PIB qui augmente. Mais pourquoi ? Parce qu'il produit des armes. Si demain la guerre s'arrête brutalement, sans que la Russie n'ait eu le temps de réajuster son économie, ça va être une catastrophe pour l'économie russe. Parce que toute cette production de guerre va chuter. Et toutes ces armes qu'elle produit, il faut bien qu'elle en fasse quelque chose. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si on entend ce mot négociation tellement dans la bouche de Russes haut placés, ou bien de Russes moins haut placés, comme le dit Sergueï, mais je pense qu'il a quand même l'instruction de Poutine de parler comme ça. Il ne parle pas comme ça tout seul, c'est pas spontané, à mon avis, ce qu'il dit. Poutine est très sadique, effectivement, il prend son pied à le laisser parler. Mais c'est parce qu'ils savent que Trump, pour toute cette discussion sur vouloir qu'il y ait une paix en Ukraine, est totalement imprévisible. Et je pense qu'ils se disent, là, on va l'attraper, il vient d'arriver au pouvoir, il veut que cette paix soit faite, il faut que nous, on se montre flexible. Parce qu'ils se disent, si jamais ça traîne, si jamais Trump s'assoit dans sa présidence, il aura des conseillers. On parle beaucoup, par exemple, de Mike Pompeo, qui est son ancien secrétaire d'État à la Défense et un ancien dirigeant de la CIA, comme étant son conseiller à la sécurité nationale, qui, lui, serait plutôt enclin à continuer à armer l'Ukraine. Donc là, je pense qu'il y a aussi un sentiment à Moscou qu'il faut saisir ce moment. Il faut mettre le mot négociation sur la table. Oui. Mais les Européens,
savent aussi qu'une défaite une défaite ukrainienne, une victoire russe en Ukraine, ce n'est pas qu'une victoire russe, c'est surtout une défaite de l'Occident. Le champion de l'Occident, le champion des États-Unis et le champion des Européens aura connu une défaite. Quel signal est-ce que ça va renvoyer au monde entier? Et j'espère que Trump a des gens autour de lui qui lui expliquent. Il ne faut pas que ceci puisse être interprété comme une défaite des Américains. Parce que les gens ne vont pas penser à une défaite de Biden, ils vont penser à une défaite des Américains. De Trump. Alors, négocier aux conditions des Russes, vous rêviez évidemment d'écouter Soloviev, comme il nous arrive parfois de le diffuser sur cette antenne, le propagandiste en chef, toujours très spectaculaire. Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui. Si l'Ukraine et l'Occident passent un accord avec la Russie... Il n'y aura pas d'accord. Pourquoi dites-vous n'importe quoi? Arrêtez de parler d'un accord, on va vous terminer, on va vous détruire. Les nazis ukrainiens seront détruits. Quel accord? Vous mentez toujours. Avez-vous entendu que Zelensky voulait capituler? Pensez-vous qu'il voudrait capituler? Pensez-vous qu'Hitler voudrait capituler? À la Poédie, on sait que vous ne portez pas Volodymyr Soloviev dans votre cœur. En revanche, est-ce que le doute n'est quand même pas en train de s'installer dans l'esprit de certains Ukrainiens? Comme on le disait, l'armée de Volodymyr Zelensky est quand même en difficulté, et même si le général l'a rappelé, le front n'est pas en train de s'écrouler. Néanmoins, elle perd du terrain. Et puis, l'arrivée de Donald Trump peut aussi vous inquiéter. Est-ce que, justement, il n'y a pas cette petite musique qui, pour la première fois, monte du côté ukrainien et qui se dit « il est peut-être temps d'arrêter maintenant parce qu'on va peut-être encore plus perdre du territoire ». Non, vous savez, il y a 3 jours, il y avait un sondage en Ukraine où les Ukrainiens ont répondu à une question assez claire. Est-ce que vous voulez continuer la guerre jusqu'à libérer le territoire ou quand même, avec la fatigue, il faut peut-être commencer à penser à négocier. 63% ont répondu clairement que non, on va continuer cette guerre parce que quand on parle de négociation, c'est chacun met son propre sens dans le mot négociation. Et en tout cas, les Russes qui utilisent ce mot, c'est pour eux, ça veut dire l'Ukraine doit perdre. C'est l'Ukraine qui doit se rendre. C'est vraiment la défaite ukrainienne. Pour eux, la négociation, c'est ça. Et quand ils parlent aux Occidentaux, ils disent qu'il faut négocier. C'est un peu le cri de leur âme d'occupants qui sonne, en gros, accepter nos conditions. Voilà, nous voulons les conditions comme ça. L'Ukraine se rende, l'Ukraine devient notre région, nous l'annexons entièrement et vous devez accepter cette condition. Vous pensez que les Ukrainiens veulent ça, c'est-à-dire les Ukrainiens qui ont vécu déjà depuis 30 ans dans l'esprit de liberté, de la vraie démocratie, qui se sont tous levés sans soutien occidental parce que l'Occident ne nous a pas aidés en tout début de la guerre. Tout le monde pensait que Poutine en 3 jours, en 1 semaine, sera déjà à Lviv et en 3 jours à Kiev. Donc les Ukrainiens, ils allaient se battre avec ce qu'ils avaient chez eux, avec les armes, avec juste leur volonté de résister. Et vous pensez qu'après tellement de victimes, tellement de destruction, tellement d'horreurs que nous avons vécues, qu'on va comme ça se plier le dos et dire bon, finalement on est fatigué, tiens, on rentre à la maison. Non, c'est absolument inimaginable. Je pense qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde et Zelensky, il n'arrête pas de le répéter à tous que c'est impossible parce que pour nous, l'arrêt des combats aujourd'hui, c'est égal à la mort de la nation ukrainienne. Parce que cette fois, les Russes ne vont pas nous rater. Cette fois, ils vont aller vraiment jusqu'au bout par tous les moyens. Donc nous sommes très conscients. Après, bien évidemment, la fatigue dans la société existe. Les gens, ils ne dorment pas les nuits parce qu'en plus, bien sûr, tout s'intensifie. Aujourd'hui, toutes les attaques nocturnes et dans la journée, la population civile qui est attaquée par les bombes qui sont guidées à 500 kilos, à 1000 kilos. Donc c'est inimaginable ce que vivent les Ukrainiens. Donc non, parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux, bien sûr, ce sera un peu les mots comme ça, vous savez, grandiloquent. Si je dis il vaut mieux mourir en combattant que se rendre, oui, finalement, c'est la réalité ukrainienne aujourd'hui. Donc la période est dure, mais espérons que les bons conseillers de Trump lui expliqueront la situation et lui, fier comme il est, il ne peut pas imaginer que c'est Make America Great Again, ce sera, vous voyez, pas du tout dans l'histoire si l'Ukraine perdra et Poutine gagnera ce combat vraiment
qui va jusqu'à la mort.